Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 67 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Dans nos parcours, l'incertitude pèse lourd dans nos ressentis. Savoir si et quand nous aurons un bébé avec toute la pression financière que cela incombe. Et si la sérénité avait un prix ? Certaines cliniques, principalement en Espagne, vous proposent des forfaits naissance, vous garantissant une grossesse et allant même pour certaines jusqu'à une naissance vivante. Alors oui, cela a un coût important, mais c'est aussi une garantie de ne pas aller au-delà et donc de savoir à quoi s'attendre. Ces forfaits comprennent les traitements et examens préconception, 3 cycles de FIV et tous les transferts, la vitrification des embryons, les paillettes, les examens et interventions si nécessaire durant le parcours, et parfois même les tests Covid et le transfert vers ou depuis l'aéroport. Après une déconvenue, Mélanie et Katia ont senti cette pression financière augmenter et ont eu conscience de l'enjeu que cela représentait sur leur santé mentale dans ce parcours. Elles ont donc fait le choix d'opter pour cette assurance. Si elles n'avaient pas de bébé, au moins, elles pourraient se servir de ces fonds pour d'autres choses, parce que oui, cette garantie vous propose un remboursement total des sommes engagées si aucune grossesse n'en résulte. Maigre consolation, me direz-vous. Mais savoir qu'on peut repartir sur un autre parcours dans un autre pays si le premier n'a pas fonctionné, c'est aussi de la sérénité. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Katia. Bonjour. Salut. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. J'avais vraiment hâte de découvrir votre histoire parce que je vous suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, mais pas depuis la conception de vos enfants. Donc du coup, pour moi, ça va être une grande révélation. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr, je vais commencer. Alors moi, c'est Mélanie. J'ai 27 ans, j'habite à Marseille et je suis mariée à Katia depuis bientôt 2 ans. Et on a une merveilleuse petite fille qui s'appelle Eloane et une deuxième qui est en cours. Et moi, c'est Katia, j'ai 27 ans aussi. Je vis aussi à Marseille. Sinon, c'est bizarre. Et étonnant. Je suis mariée à Mélanie, évidemment. Et voilà, et maman très heureuse. Et vous êtes aussi, si je ne me trompe pas, derrière le compte Instagram L'Atelier de Graf Léora, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Je suis auto-entrepreneur en fait depuis mi-2021. J'ai arrêté mes études de médecine pour cause de burn-out et j'avais envie de me lancer là-dedans en attendant une reconversion professionnelle et c'est génial, je m'éclate en faisant ça. Donc pour l'instant, je continue ça et voilà. Ah, super, c'est depuis mi-2021. Il y a une belle réussite quand même. Hein. C'est court et en même temps, vous avez bien avancé, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, génial. On va parler un petit peu de ta reconversion professionnelle par la suite parce que forcément, ça fait partie de votre histoire. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre ? On s'est rencontrés en 2009, en septembre 2009, au lycée, en seconde. Voilà, on était dans la même classe. Ah oui. Et on s'est plus jamais quittés. On s'est mis ensemble 1 an après, quasiment, en octobre 2010. Et voilà. D'accord. Et pour vous, au lycée, ça n'a pas été la grande révélation ? Enfin, ça a été une évidence pour vous ? Franchement, pour moi, Mélanie... En fait, Katia, c'était la meilleure amie que je n'aurais jamais pu imaginer avoir. On était extrêmement proches et on se surnommait ma sœur, voilà. Et je l'aimais excessivement fort, mais pour moi, c'était de l'amitié parce que moi, je n'avais eu que des relations hétérosexuelles avec des garçons. Donc pour moi, c'était inconcevable de tomber amoureuse d'une fille. Enfin,
j'avais aucun souci avec ça, mais moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Donc en fait, ça a Ouais. été long pour moi de me rendre compte que non, en fait, ce que je ressentais pour Katia, c'était pas de l'amitié, non, c'était pas ma sœur, c'était ma moitié, c'était mon âme sœur, en fait. Et Ouais. donc c'est pour ça que ça a été long entre guillemets, Mm. même si je pense que finalement on a eu toutes les deux le coup de foudre depuis le début, en fait. Ah oui, totalement, je suis vraiment d'accord. Et du coup, d'avoir eu de t'être projetée, alors bon, t'étais très très jeune, mais de t'être projetée dans des relations hétérosexuelles et donc pas forcément dans une relation homosexuelle, est-ce que tu t'étais, d'ailleurs vous étiez projeté dans la parentalité ou pas du tout? Encore une fois, vous étiez jeune. Franchement, honnêtement, quand on s'est mis ensemble avec Katia, donc oui, on était jeunes et au départ, je m'étais dit: «Oui, bon, ça sera juste une expérience comme ça, je vis ce que j'ai à vivre et puis après on verra». Le truc, c'est que le «on verra» s'est transformé en «on s'est installés ensemble, on s'est mariés», bon. En éternité, finalement. Voilà, exactement. Donc au départ dans notre relation, le mariage pour tous n'existait pas C'est ça, à l'époque, tout c'est à vrai. Oui, Et c'est vrai, donc 2009, c'était... Ouais, ouais, et donc on n'existait s'était pas. dit oh, on ira en Espagne se marier, etc. Mais ça s'arrêtait là. Pour moi, c'était pas possible en fait de vivre une parentalité parce que c'était complètement illégal en France. On n'en entendait pas beaucoup parler, on voyait pas beaucoup à la télé. Les couples homosexuels n'étaient pas reconnus, ni mariés, ni rien du tout. Exactement. Donc en fait, je m'étais dit, en vivant mon histoire d'amour avec Katia, je fais une croix sur mon probable futur désir d'être maman. Parce que c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, j'avais 16 ans, je rêvais pas d'être maman, je m'en fichais un peu. Et du coup, je me dis, on n'aura pas d'enfants, et puis c'est pas grave. Il y a plein de couples qui n'ont pas d'enfants, qui tout à sont fait. très heureux, on s'en fiche. C'est ça. Ouais, Voilà. d'accord. C'était clairement pas un objectif de vie, en tout cas à ce moment-là, d'avoir un enfant. Non, Pas parce du qu'on tout. savait que c'était impossible, du moins en France, quoi, et qu'il fallait Ouais. partir dans un autre pays, mais rester pour être reconnu, pour que les enfants soient reconnus, et pour l'instant, et c'était inenvisageable à 16 ans, quoi. On se disait non, mais on va pas attendre que ça arrive en France, parce qu'on pensait que ça n'arriverait jamais. Heureusement, la France a évolué, mais oui, en effet, on n'envisageait ni mariage, ni parentalité, quoi. Ouais, vous étiez résignés. Oui. Je crois qu'on est nombreuses à s'être résignées à un moment donné. Ouais, franchement, ouais. Et alors du coup, comment ça arrive dans votre couple? Parce que il y a quand même un stade où vous avez commencé par emménager ensemble alors que c'était une expérience. Exactement. Du coup, donc, au lycée, tout était une relation plus ou moins classique. Même si j'étais avec un garçon, j'aurais pas vécu avec lui, je serais restée chez mes parents, donc tout était fluide. Ensuite, on est entré en première année de médecine où on a eu chacune un studio, en fait. Nos parents n'étaient pas au courant de notre relation. Donc, on avait chacune notre appartement, en fait, parce que ça aurait été bizarre pour nos parents de demander à ce qu'on habite ensemble alors qu'on préparait un concours très sélectif où en fait on allait être concurrentes. Et donc on vivait chacune de notre côté, mais pas très loin bien sûr. Mais ce qui était chouette, c'est que comme on n'avait pas nos parents avec nous, on pouvait se voir quand même quand on voulait, et en fait on dormait tout le temps l'une chez l'autre. Souvent, on faisait moitié de semaine chez l'une, moitié de semaine chez l'autre, donc au final, on était tout le temps ensemble, Voilà. sauf le En week-end. fait, vous habitiez ensemble dans 2 maisons. Voilà. C'était ça. super pratique. Et du coup, ensuite, on a dit à nos parents, une fois qu'on avait fini cette première année, qu'on avait besoin de compagnie et qu'on se sentait pas de rester seul dans notre studio pendant toutes nos études. Et de ce fait, ils ont accepté qu'on fasse une colocation. Et en fait, on a emménagé dans notre premier appartement commun en guise de colocation, comme si on était des super potes. Mais sauf qu'on était ensemble, ils étaient trop bien. Ouais, c'était trop bien. Et du coup, vous aviez eu votre concours sur la première année ou vous reprépariez votre concours sur la deuxième? En fait, on a redoublé. La première année, on l'a pas eu. Du coup, on a redoublé. On était toujours chacune de notre côté lors de cette première année. Et une fois qu'on a eu notre concours, là, à ce moment-là, on a emménagé ensemble. D'accord, ok. Et là, vous avez commencé à en parler à vos parents ou pas du tout? C'était pas... Non, franchement, on a attendu encore quelques années pour en parler. Alors, honnêtement, moi, dans ma famille, je savais qu'il y aurait pas trop de problèmes. Mes parents nous ont toujours dit que qu'importe nos choix, ils seraient toujours là et que rien ne changerait
à notre relation, mais je sais pas pourquoi j'avais quand même cette peur de les décevoir, parce que toujours pareil dans ma tête, c'était si je suis en couple avec une femme, je vais pas pouvoir me marier, je vais pas pouvoir avoir d'enfants, et j'ai peur que ça fasse de la peine à mes parents qui probablement se projetaient avec des petits enfants, s'imaginer voir leur seule fille, parce que moi j'ai 2 frères, leur seule fille enceinte, etc. Et du coup, j'avais cette peur-là de les décevoir, même si je sais qu'au fond, ils m'auraient jamais dit tu nous déçois, on est dégoûtés. Mais j'avais peur qu'ils aient cette petite déception. Donc, je repoussais toujours le moment pour leur annoncer, en fait. Et moi, alors mon père, je lui ai dit au lycée, je crois, d'une façon très simple. Sa réponse a juste été A. Voilà, mais en fait, c'était parce qu'il s'inquiétait de la réaction qu'aurait ma mère si elle était au courant. Parce que ma mère, c'est pas du tout pareil, elle a pas du tout la même éducation. Mon grand-père était un militaire allemand, enfin bon, c'était très très strict tout ça. Et comme Mélanie, en fait, je suis sa seule fille et j'ai aussi 2 frères. Et elle voulait une fille depuis le début, donc j'étais un peu sa dernière chance d'avoir une fille. Et également, elle s'imaginait marier sa fille, avoir des petits-enfants de moi, etc. Et donc, du coup, ouais, pour ma mère, ça a été plus long. Je ne sais plus quand est-ce que je lui ai dit, mais c'était en 2015, je pense. D'accord. Ouais, en 2015. Ouais, c'est ça. Quand on l'a dit à nos parents, ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble quand même. Ouais. Bon, mon père Oui, l'a c'est su ça. mon père l'a su au bout de 2 ans, je crois, parce que j'étais en terminale, il me semble, quand je lui ai dit. Mais oui, ma mère, ça a bien attendu, 2015, ouais, je crois. Ouais. Et alors, dans tout ça, est-ce que vous avez commencé à parler parentalité à un moment donné, quand le mariage pour tous peut-être est arrivé, ou ça a pris encore un peu plus de temps? Honnêtement, même avant le mariage pour tous, parce que finalement, les années défilaient, on était toujours aussi amoureuses et heureuses ensemble, et on se disait que nous aussi, en fait, on avait le droit de fonder notre famille, et que ce rêve de parentalité pouvait ne pas être qu'un rêve finalement. Et donc on a commencé à se renseigner sur les démarches et voir que effectivement c'était possible, même si en France c'était pas légal, que ça allait être probablement le parcours du combattant, mais que certains couples y étaient arrivés, et donc pourquoi pas nous. Le seul truc qui nous faisait peur, c'est qu'on savait que ça allait engager des sommes astronomiques, quoi, parce que les parcours quand même étrangers coûtent cher. Donc c'est ça qui nous faisait peur, étant donné que on était prévu de partir sur des études très longues. On s'est dit, le temps qu'on réunisse la somme, je sais même pas si on sera toujours fertile. Quand même. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a commencé à en parler petit à petit. Alors pour moi, Mélanie, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus une évidence en fait. Évoluant avec Katia et vieillissant entre guillemets, je m'imaginais de plus en plus avoir un enfant, je rêvais de grossesse, je m'imaginais beaucoup ça, et j'en parlais beaucoup avec Katia, qui elle était un peu plus sur la réserve par contre. Totalement. Enfin, c'est pas que j'étais sur la réserve, je savais que je voulais un enfant, que je voulais fonder une famille avec Mélanie, il y avait aucun problème. Mais pour moi, c'était surtout pas en étant étudiante, et il fallait que j'ai terminé mes études, que j'ai un emploi stable, et que voilà, parce que voilà, le côté financier de la chose me faisait peur. Ouais. Impressionnée, parce qu'en effet, c'était des sommes assez astronomiques. Et même après on a un enfant, c'est pas on a adopté un hamster, donc du coup il faut vraiment gérer l'enfant, pouvoir l'assumer, pouvoir voilà. Donc moi, c'était pas envisageable avant la fin de mes études, mais d'avoir un enfant avec Mélanie, oui. Après, porter la grossesse, ce n'était pas mon rêve, il faut l'avouer. Mais c'était celui de Mélanie, tant mieux. Mais voilà, c'était une évidence d'avoir un enfant avec Mélanie, ou des enfants, enfin de fonder une famille avec elle, ça c'est sûr. Et alors, du coup, si on résume un petit peu, pas avant la fin des études, et des études de médecine, bon, c'est entre 9 et 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc au final, en fonction de la spécialité. On fait nos projets à la baisse, au final, on s'est dit non, attends. Ouais, parce que bon. C'est ça. Donc au final, non, l'envie devenant de plus en plus importante, j'ai réussi à convaincre Katia. Bon, dit comme ça, on dirait que je l'ai supplié, etc. Mais pas du tout, je l'aurais jamais forcé. Hein. Non, mais elle m'a montré par A plus B que... Donc on avait la somme, on avait réussi à avoir la somme pour engager le parcours, et elle m'avait montré, oui, par A plus B, qu'on pourrait gérer l'arrivée d'un enfant, qu'il n'y aurait pas de soucis, que voilà.
Donc elle m'a convaincue par ce biais-là. Après moi je suis en pharmacie, donc du coup c'était entre guillemets que 6 ans d'études. Oui. Donc c'était court. Donc je voulais au moins moi finir mes études. Je savais que Mélanie elle en avait pour une éternité. Et donc au moins moi finir mes études, mais finalement elle a réussi à me convaincre un peu avant la fin des études. C'est ça, on a eu notre fille, du coup on était étudiantes toutes les deux. C'est ça, moi j'étais dans ma 6e année, ma dernière année. Voilà. Et Mélanie était étudiante. D'accord. Et alors parce que bon, convaincre en démontrant que et en ayant la somme nécessaire, ça veut dire que vous aviez quand même approché des cliniques. C'est ça, en fait, on s'est renseigné sur comment avoir accès à cette parentalité, et on savait qu'on devait partir à l'étranger et qu'il y avait des pays frontaliers qui nous permettraient en fait d'accéder à ce rêve. Et nous, habitant à Marseille, le plus simple, c'était l'Espagne. Donc, on savait de sûr qu'on irait en Espagne. Tout à fait. Et donc, on s'est renseigné sur des cliniques et en fait, on préférait plutôt la Catalogne qui est du coup plus proche de Marseille. C'était juste une question de pratique en fait, puisqu'on comptait y aller en voiture. Et en fait, en Catalogne, il y a énormément de cliniques de PMA. Tout à fait, il y en a beaucoup. À partir de là, on s'est dit d'accord, donc laquelle choisir? Donc en fait, ça a été assez compliqué, je trouve, de choisir la clinique parce que selon les expériences des gens, selon les témoignages, les avis, la notoriété de certaines cliniques aussi qui sont très connues, mais est-ce qu'elles sont très connues mais aussi très compétentes, ou est-ce que c'est vraiment que du marketing? Les tarifs également qui varient beaucoup d'une clinique à l'autre. C'est ça. Donc ça a été assez compliqué de faire notre choix, mais finalement on a réussi à le faire. Tout à fait. Et alors vous avez choisi quoi? Alors on a commencé avec Gérex à Gérone. Mais au final ça s'est pas super bien passé. Et D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait avec Gérex, le problème, ils sont géniaux, humainement parlant en tout cas, et c'est pour ça qu'on les avait choisis d'ailleurs. Mais l'histoire, c'est qu'on a commencé en faisant des inséminations artificielles avec sperme de donneur. Et ce qu'on trouvait bizarre et ce que les médecins en France trouvaient bizarre aussi, c'est qu'ils ne faisaient pas de suivi par prise de sang en fait du cycle. Ils faisaient que les échographies. Et à partir du moment où ils estimaient que le follicule était assez gros, en fait, ils nous demandaient de déclencher l'ovulation et de venir sur la clinique. Le truc étant qu'en France, on m'a quand même prescrit du coup des prises de sang, et le jour où Gérex m'a demandé de déclencher l'ovulation parce que le follicule était assez gros, malheureusement, la prise de sang montrait que oui, le follicule était gros, mais il n'était pas du tout mature. Donc je leur ai expliqué ça, ils m'ont dit que non, on s'en fichait de la prise de sang, etc. Et bon, forcément, la première insémination fut un échec. À partir de là, moi, ça a été une mini-dépression. Je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais je l'ai très mal vécu alors que je savais que ça pouvait ne pas fonctionner du premier coup. Évidemment, on savait les pourcentages de chances de réussite, mais je sais pas pourquoi, je l'ai très mal vécu et j'ai eu très peur qu'en fait, on perde tout notre argent économisé dans les inséminations et après être bloqué parce qu'on n'aurait plus de financement pour faire une fécondation in vitro. Et donc à partir de t'étais pas en confiance. Pas du tout. Et à partir de là, j'ai demandé à Gérex de passer directement en fécondation in vitro parce que je voulais avoir une méthode qui me permettait d'avoir des pourcentages de réussite plus sûrs. Ils ont accepté, évidemment. Et pareil, c'était le même problème, c'est que s'il n'y avait pas de suivi par prise de sang, ils m'ont donné un protocole médicamenteux qui ne me correspondait pas et qui correspondait pas à ma réserve ovarienne. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit en France quand j'étais suivie en France. Et la première FIV que j'ai faite avec eux, c'était une catastrophe. J'ai frôlé l'hyperstimulation ovarienne, j'avais 30 follicules pour au final avoir 4 embryons de qualité médiocre. Ah oui, d'accord, oui, vraiment. C'était vraiment une catastrophe. Donc on a changé, j'ai même pas fait de transfert avec eux et j'ai changé directement. D'accord, ok. Mais du coup, vous aviez perdu une bonne partie de vos économies. C'est ça. C'est ça, mais surtout qu'en fait, ils nous avaient dit, ils n'arrêtaient pas de nous dire, du moins, avec votre qualité ovarienne, parce que Mélanie avait 25 ans, donc les stats de fertilité, on va dire, au top du top, enfin, tout allait bien, c'est ça. Problème, rien du tout, ni endométriose, ni insuffisance ovarienne, rien du tout. Ils n'arrêtaient pas de nous dire, vous allez avoir une équipe de foot d'embryons, enfin, au moins
10-12 embryons tranquillement. Au final, on n'a eu que 4, c'est ça? 4 de 4. mauvaise qualité. Et en plus de ça, de mauvaise qualité. Au téléphone, ils nous disaient non, ils sont de bonne qualité, ils sont de bonne qualité. Sauf que quand on a demandé le rapport des embryons avec la qualité exacte, et étant dans le domaine de la santé, donc on connaissait la classification, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, ils sont pas du tout de très bonne qualité ni de bonne qualité. Il y en avait un moyen et les autres médiocres, et encore. D'accord. Même les 4 médiocres. Et donc voilà, donc on s'est dit, ils nous ont menti, ils nous ont un peu dit n'importe quoi, et là on a perdu la confiance aussi, donc Bien sûr. Ce qui est un protocole long, médicalisé, à l'étranger, perdre la confiance, c'était pas ce qu'il fallait, quoi. Et t'es pas là, ouais. Mais vous avez eu le bon réflexe de changer En fait, dès que vous avez eu un doute, quoi. Ce qui nous a aidé, en fait, c'est qu'il y a eu le confinement. Donc, en fait, le protocole s'était arrêté parce que je devais avoir le transfert, mais le transfert a été annulé vu que il y a eu le confinement et les frontières étaient fermées. On ne pouvait plus se rendre en Espagne. Oui, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à ruminer et à réfléchir. Dire, mon Dieu, mais on va perdre énormément d'argent, on va devoir faire 4 transferts parce que c'est sûr que ça marchera pas. Et après, comment on va faire? Et réfléchit. Et on a décidé de changer de clinique et de mettre toutes nos dernières économies pour refaire une autre FIV dans une autre clinique et vaille que vaille, quoi. C'est ça, exactement. Et vaille que vaille. Ouais, mais alors là, pour refaire confiance à une clinique, je suppose que le choix a dû être encore plus compliqué. C'était très, très difficile. On a fait plusieurs rendez-vous visio avec plusieurs cliniques. Et celle qu'on a fini par choisir, en fait, on leur a parlé justement de cette clinique qui on faisait plus confiance. Et quand on a montré le traitement, le protocole du moins pour la FIV, ils nous ont dit mais non, c'est pas du tout adapté, c'est trop fort, c'est normal que vous ayez eu ce résultat. Donc le fait qu'ils nous aient confirmé un peu que oui, ils avaient bien fait n'importe quoi et nous on le savait, ça nous a remis en confiance par rapport à eux. Et du coup, on a choisi cette clinique qui s'appelait Ferti. Qui s'appelle maintenant Reprogénique. Voilà. Et en fait, ce qui m'a rassurée, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'ils avaient, alors ça va faire très commercial et marketing, mais enfin, ils ont un programme de grossesse garantie. C'est-à-dire que on paye 15 000 €, donc c'est énorme. Hein. On a laissé tout l'argent qui nous restait. Et en fait, ils garantissent une grossesse vivante, c'est-à-dire que ils proposent jusqu'à 3 fécondations in vitro avec tous les transferts possibles pour aboutir à une grossesse et à une naissance vivante. Et si à la fin de ces 3 fécondations in vitro et de tous les transferts de tous les embryons obtenus avec ces FIV, il n'y a pas de naissance vivante, ils nous remboursent. Et ça, moi, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, si on n'a pas de bébé dans les bras, on aura quand même notre argent et on pourra essayer de recommencer, faire autre chose, n'importe quoi. Oui, bien sûr. En fait, voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti avec eux. Parce que je me suis dit, à la fin, c'est soit j'ai mon bébé, soit on va pouvoir faire autre chose. Ouais, je connaissais pas ces garanties-là. Ouais, non plus, on a trouvé c'était une des seules qui proposait ça jusqu'à la naissance vivante, parce qu'il y a d'autres cliniques qui en proposaient, mais c'était jusqu'à 3 mois de grossesse. Donc, ils garantissaient un embryon et un fœtus viable jusqu'à 3 mois de grossesse intra-utérin. Mais celle-ci de clinique vraiment proposait la naissance vivante, donc on s'est dit, parce qu'après on s'est dit, mais s'il arrive quelque chose après, à 4 mois, 5 mois, 6 mois, et du coup, celle-là nous proposait vraiment, c'était un anti-stress. De couvrir l'entièreté de la grossesse. Exactement, ça couvre tout. Ils nous payaient aussi les traitements médicaux, si besoin. Ça tombait bien parce qu'on a eu besoin de progestérone, par exemple, par voie injectable qui n'était pas remboursé en France. Ils nous ont tout pris en charge. Et certains examens aussi, des prises de sang, des choses comme ça qui prenaient tout en charge. Ouais, donc en fait, vous payez un package. C'est ça. Et dans ce package, voilà, ça va jusqu'au bébé. Et s'il n'y a pas de bébé, vous êtes remboursé de la totalité. Exactement. Oui, c'est vrai qu'au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Exactement. Et du coup, on a regretté de ne pas avoir connu ça avant parce qu'au final, on aurait lâché 15 000 €, c'est énorme, mais au moins, on aurait lâché que ça. Et voilà. Bon, au final, on a perdu beaucoup d'argent dans l'histoire, mais bon, voilà. Ouais, vous avez perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a eu Girex avant ou parce que au final, votre première FIV a été efficace? Notre première FIV a été efficace, j'avoue. Oui, les deux. Mais voilà, on se disait qu'une FIV avec tous les transferts, c'était au moins 10 000 €. Donc on s'est dit là, il y a 3 FIV, etc. On s'est dit, bon, c'est pas non plus une arnaque niveau différence d'argent. Mais oui, c'est surtout aussi Girex, quoi. On a perdu pas mal avec Girex.
Et alors, du coup, cette clinique, elle est située où? À Barcelone. Pareil, en Catalogne? Ouais. À Barcelone, ok. Donc, vous avez votre premier rendez-vous avec eux, vous mettez en place les traitements. Du coup, je commence mon traitement en mai 2020. La France est toujours confinée. Oui. Mais eux me garantissent qu'ils vont me faire un papier pour que je puisse passer la frontière espagnole qui était toujours fermée. Et ça me fait du bien aussi parce que j'avoue que moi, l'insémination qui n'avait pas fonctionné, la FIV avec des résultats catastrophiques, le confinement derrière, franchement, mon état psychologique, j'étais vraiment au bout de ma vie, clairement. Et donc, du coup, eux me disaient, ne vous inquiétez pas, on va reprendre un protocole et vous allez venir en Espagne, même si les frontières sont fermées, on vous fait un certificat médical. Ça me faisait trop du bien. Donc, au final, j'ai repris les traitements pendant le confinement. Donc, c'était en mai, début mai. Et puis, et ensuite, on est parti pour Barcelone pour une dizaine de jours pour se faire suivre entièrement là-bas. On a fait nos échographies là-bas, les prises de sang là-bas. C'est eux qui ont tout assuré. Je trouvais ça plus rassurant d'être là-bas de A jusqu'à Z et qui gèrent tout le traitement. Et voilà, oui, c'est ça. Et là, du coup, t'as rien eu à débourser. C'était compris dans ton forfait. J'ai juste payé, du coup, on a payé l'essence, quoi, pour aller jusqu'à Barcelone et le logement. Qui était très peu cher parce que forcément... Et oui, c'était confiné. C'était confiné, les frontières étaient fermées, donc techniquement pas de touristes. C'est ça, on avait pris un appartement qu'on n'a vraiment pas payé cher. Ça nous permettait de diminuer nos frais en termes d'alimentation vu qu'on allait faire nos courses du coup et on faisait à manger. Donc au final, financièrement, on s'y retrouvait. Ça nous a fait aussi du bien d'être à Barcelone. C'était un peu comme des mini-vacances, même si c'était confiné, tout était fermé, mais on n'était quand même pas chez nous. Donc ça nous a fait vachement de bien de nous retrouver là-bas et d'être suivis à la clinique. On y allait tous les 2 jours du coup pour échographie et prise de sang. Ouais. Vous avez dédié en fait ce temps-là vraiment à la conception de bébé. Complètement. Oui, complètement. Et vous vous êtes senti en confiance? Enfin, le protocole, ça vous a convenu? Ils vous donnaient des explications, ils vous rassuraient? Totalement. Le médecin nous a complètement changé le protocole avec des doses plus adaptées à ma réserve ovarienne. Donc j'avais une bonne réserve ovarienne, donc des doses de stimulation plus faibles. Et effectivement, la première échographie, bien sûr qu'on était stressé parce qu'on se disait mon Dieu, j'ai des doses plus faibles, peut-être que je vais même pas avoir d'ovocytes. Bon bref, c'était le processus. Et au final, à la première échographie, on a vu qu'il y avait des follicules, qu'ils étaient tous homogènes. Le médecin était très content et nous a dit que si ça n'allait pas, on changerait les doses, etc. Donc en fait, on était vachement en confiance. Tout ce qu'on faisait nous était expliqué. On pouvait les joindre quand on voulait. Ils nous répondaient à chaque fois, d'autant plus qu'en plus, c'était confiné. Donc en fait, on était les seules patientes de la clinique. On était les seules étrangères de la clinique. Donc en fait, ils avaient énormément de temps pour nous, c'est ça. Donc au final, oui, c'était la confiance à 300%. Et ce fameux papier, ils vous ont vraiment fait un papier qui vous a permis de passer la frontière facilement, parce qu'effectivement, au mois de mai, c'était fermé, quoi. Je dois avouer que ça m'a stressée de fou. Mais effectivement, ils nous ont fait un papier en français et en espagnol, où dessus c'était noté qu'on avait toutes les deux débuté un traitement médical en France et qu'il fallait qu'on se rende à Barcelone pour avoir une intervention. Et que c'est pour ça qu'on demandait à passer la frontière. Et quand on est arrivé à la frontière espagnole, c'était trop bizarre parce que y avait des policiers de partout, chaque voiture était arrêtée. Et quand c'est venu à notre tour, on a donné le papier en espagnol puisque le douanier, je crois que c'était un douanier, ne comprenait pas le français. Donc on a donné le papier en espagnol, on le regardait pendant qu'il lisait, il a fait une tête bizarre. Puis ensuite, il nous a demandé nos papiers d'identité. Donc on a donné nos cartes d'identité. Et en fait, il faut savoir qu'en Espagne, pendant le confinement, une règle absolument stupide maintenant que j'y pense, il fallait en voiture, si on était 2, qu'on soit une personne devant et une personne derrière. Il fallait pas qu'on soit sur la même voilà. Oui, c'est stupide. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est stupide. Donc Katia était devant. On l'a fait pour respecter leur Katia était devant. Oui. Et moi, j'ai été à l'arrière et on a donné nos cartes d'identité. Et en fait, le douanier a complètement bugué sur ma carte d'identité parce que j'ai perdu énormément de poids. Et du coup, sur ma carte d'identité, on me reconnaît pas bien. Et donc, du coup, il arrêtait pas de me dévisager. Il m'a demandé d'enlever mon masque. Et je me suis dit non,
non, ça y est, va croire que c'est pas moi et tout. Ça va pas passer. C'est bon, il nous a dit, allez, c'est bon, allez-y. Et il nous a laissé passer. Là, c'était le plus grand soulagement de l'année 2020, je crois. C'était un stress vraiment énorme parce qu'ils avaient ouvert les barrières entre les deux voies d'autoroute pour nous faire, nous, les autres personnes qui n'étaient pas éligibles pour entrer sur le territoire, pour leur faire demi-tour. Et on en voyait plein qui faisaient demi-tour. On en voyait certains qui faisaient demi-tour. Donc, on était... Oh là là. Le stress. Et donc, du coup, bon, vous arrivez sur place ou commencez du coup, on poursuivez le traitement, on va dire. Vous aviez prévu de faire le transfert dans la foulée, je suppose, pour pas avoir à refaire un aller-retour? Tout à fait. Enfin, je les ai suppliés d'avoir un transfert frais. Et la gynécologue du coup de la clinique m'a dit on verra, parce que si les examens médicaux pendant la stimulation montrent qu'il y a un risque d'hyperstimulation ovarienne, on va pas faire un transfert frais parce que ça peut être beaucoup trop. Et à ce moment-là, je me suis dit non. Franchement, là, me faire rentrer en France, puis ensuite revenir, en fait, on était hyper stressés parce qu'on s'est dit, oui, c'est sûr qu'on va rentrer en France, mais est-ce qu'on va réussir à revenir après? Exactement. Enfin, c'était le stress. Voilà, donc on a expliqué que non, nous, on préférait un transfert free. Elle nous a dit, il n'y a pas de problème, je le prends en compte, mais médicalement parlant, je vais pas vous faire prendre un risque et on verra le jour de la ponction si c'est possible ou pas. Et on a eu de la chance parce que effectivement tous les voyants étaient au vert et donc j'ai pu avoir mon transfert frais 5 jours après ma ponction. Super. Et alors ça donnait quoi les résultats de cette ponction? Alors les résultats de cette ponction, j'avais 14 follicules qui étaient visibles à l'échographie. On a récupéré 14, donc j'étais trop contente. Et il y en avait 10 qui étaient matures sur les 14. Et on a obtenu à la fin 10 J5. Waouh! Dans 5 qualités. Du coup, ils en ont conservé que, entre guillemets, 5. Et ils en ont écarté 5 autres. Et voilà. D'accord. Ah oui, c'est étonnant qu'ils aient... Enfin bon, après, c'est leur protocole, hein, mais on a 10, garde les 10. C'est ça, mais en fait, du coup, comme ils sont congelés, quand ils sont d'une qualité pas au top, ils risquent en fait de se liser à la congélation et à la décongélation. Donc en fait, je les garde pas parce que ça sert à rien. Au final. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'après, ça fait des... Ça fait des déceptions. Et comme, effectivement, on voulait pas 10 enfants, on s'est dit, bon, non, ça va. Ça va. Comment ça, vous vouliez pas 10 enfants? J'avais pas suivi ça. D'accord. Et donc, 5, ils vous proposent de transférer un ou plusieurs embryons? Alors nous, on voulait 2. Pas du tout pour un rêve de jumeaux, hein, bien au contraire, mais c'était encore une fois une question d'assurance. Si on en met 2, on a plus de chances, qu'au moins ça s'accroche, etc. Et moi, j'étais partie sur 2, je voulais en mettre 2. Et le jour du transfert, la gynécologue m'a dit clairement, vous êtes en bonne santé, les embryons sont d'excellente qualité. Elle a dit... honnêtement, pour nous, vous avez 80% de chances d'obtenir une grossesse avec ces embryons-là, donc je vous conseille de n'en mettre qu'un, parce qu'une grossesse gémellaire, c'est beau, hein, mais c'est une grossesse à risque. C'est la même chose. Voilà. Ouais. Et c'était un transfert frais, d'autant plus, et donc du coup, je risquais encore plus une hyperstimulation ovarienne. Donc elle a dit, honnêtement, moi, je vous conseille d'en mettre qu'un. Et donc, comme on leur a fait confiance, et que jusque-là, en leur faisant confiance, tout était ouvert. On a dit on continue sur notre lancée, on leur fait confiance et je n'en transfère qu'un seul. Donc on en a transféré qu'un seul et les 4 autres ont été congelés. D'accord. Et alors, retour en France, tout ça. Alors on est rentré en France le jour du transfert. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour reprendre la voiture après le transfert. Bien évidemment, moi, la grande stressée chronique, j'étais stressée parce que je me disais oui, mais si je me mets debout et avec les vibrations de la voiture, peut-être qu'il va tomber l'embryon, n'importe quoi. Oui, mais on pense tous ça, je pense. Voilà, j'ai fait des études de médecine, je sais que c'est pas possible, mais non. Quand c'est sur moi, ça y est, je suis complètement irréelle. Irrationnel. Ah ouais, complètement. Et donc du coup, j'avais quand même ce stress-là, mais m'assurer qu'il y avait aucun problème et que l'embryon était tellement petit qu'en fait, il subissait pas la gravité. Donc, il n'y avait pas de problème. Et 6 jours après, donc en France, moi, la défaitiste de service, ça y est, j'étais sûre que ça n'avait pas fonctionné parce que j'avais eu des douleurs qui me rappelaient l'arrivée des règles. Donc, pour moi, c'était mort. Katia avait toujours ce petit espoir. Et puis, un jour, je lui dis, écoute, Katia, j'ai mal au ventre. J'ai mal au niveau du foie. Et je lui montre mon ventre qui avait triplé de volume. Et elle me dit, oula.
on va aux urgences gynéco. J'ai dit non, t'exagères. Elle me dit si, on va aux urgences gynéco. On y va. Et donc je vais aux urgences gynéco d'un hôpital de Marseille et j'explique mon parcours, que je viens de faire une fécondation in vitro en Espagne avec un transfert frais, etc. Et on suspecte de suite une hyperstimulation ovarienne. Ouais, bah ouais, clairement. Voilà, donc on fait les examens, échographie, prise de sang. Et dans la prise de sang, je vois que le médecin prescrit bêta-HCG. Donc je dis à Katia, on va savoir aujourd'hui. Et on attend les résultats dans l'hôpital. C'est le stress, est-ce que je suis enceinte, est-ce que je le suis pas, est-ce que je suis en hyperstimulation ovarienne ou pas. Et puis le médecin m'appelle et me dit Mélanie, venez dans le bureau. Donc j'y vais, et seule, vu que c'était période Covid. Donc du coup, Katia n'a pas pu entrer avec moi. J'étais seule face au médecin qui me dit écoutez, voilà, les résultats viennent de tomber et vous êtes en hyperstimulation ovarienne. On va devoir vous hospitaliser. Et là, je baisse la tête en fait, parce que je me dis j'ai pas de chance, quoi. Franchement, j'ai vraiment pas de chance. Et puis elle me dit mais l'hyperstimulation ovarienne, elle est pas venue seule. Je la regarde, elle me dit vous êtes enceinte, félicitations. Oh comme j'étais heureuse. Mais oui, tu m'étonnes. Mais j'ai déjà entendu que souvent, s'il y avait hyperstimulation, il y avait très souvent grossesse avec. Exactement, parce qu'en fait, c'est le taux d'HCG qui fait flamber en fait l'hyperstimulation. Et donc, c'est ça. Pour ça, Katia me disait, mais tu sais et tout, ça veut peut-être dire que t'es enceinte. Mais moi, bien évidemment, pour moi, ça pouvait pas m'arriver. C'était trop irréel. Alors, je lui disais, ouais, mais peut-être pas, etc. Et puis, au final, c'était ça. Oui. Moi, je m'en doutais que c'était une hyperstimulation ovarienne. Donc, j'étais, entre guillemets, contente. C'est horrible, hein, parce qu'il y a quand même une hyperstimulation ovarienne. C'est dangereux. Mais j'étais contente parce que je me dis, non, mais ça veut dire que là, il y a vraiment des chances qu'elle soit enceinte et que ça ait marché. Et d'ailleurs, quand elle est sortie du bureau du médecin, elle faisait en fait, elle était ni contente ni dégoûtée, donc je comprenais pas. Et la première chose qu'elle me dit, c'est ils veulent me garder à l'hôpital parce qu'elle supporte pas rester à l'hôpital du fait d'antécédents à l'hôpital. Voilà, elle en avait marre. J'ai dit oui, d'accord, mais t'es enceinte. Est-ce que je peux savoir? Ouais, c'est ça. Moi, oui, d'accord, tu restes à l'hôpital si tu veux, m'en fous, mais est-ce que t'es enceinte? Donc là, elle me dit oui, et là, on s'est pris dans les bras l'une de l'autre, et voilà, quoi, c'était vraiment un bon moment, un moment assez original, la manière dont on l'apprend, parce que d'habitude, les couples qui tentent une grossesse, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, quoi que ce soit, font la surprise à leur partenaire, font le test urinaire, le mettent dans une boîte. Enfin, je sais que Mélanie, elle avait imaginé façon dont... J'ai imaginé tous les scénarios possibles pour lui faire la surprise. C'était l'annonce la plus nulle qui soit. C'est ça. Et du coup, ça a engagé quelque chose, l'hyperstime, pour la grossesse? Alors du coup, j'ai été mise sous anticoagulant pour éviter de faire des caillots et une embolie pulmonaire. Donc c'est le risque le plus grave. Et bon, le problème, c'est que moi, je suis allergique aux anticoagulants. Donc en fait, on m'a fait comprendre, soit vous prenez les anticoagulants, soit on va devoir stopper la grossesse. Donc je me suis dit, très bien. On va les prendre. Entre deux mots, oui. Je vais les prendre, et en fait le problème c'est que non, je suis vraiment allergique et j'ai pas pu les prendre. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais c'est pas possible. En fait, ça me fait des grosses plaques qui s'infectent en fait, et donc du coup c'était pas possible. Donc j'ai arrêté de les prendre et j'ai croisé les doigts. J'ai croisé les doigts et j'ai menti au médecin, clairement, qui me suivait pour l'hyperstimulation ovarienne. Je leur ai dit oui, je continue de prendre les traitements, mais je les prenais plus parce que je savais que sinon on allait m'embêter avec ça, et j'avais la menace de on interrompt la grossesse, quoi, sinon. Et donc du coup, et c'est un traitement long, du coup, tu dois le prendre tout au long de la grossesse? Il a fallu que je le prenne, et j'aurais dû le prendre les 3 premiers mois. Waouh, oui, donc c'est long, ouais. Ouais, c'est très long, et au final, je l'ai pris même pas un mois. Et ils ont pas d'alternative? Eh ben, on a fait toutes les alternatives du monde d'anticoagulants, et tous j'étais allergique. Il en restait un, mais c'était pas compatible avec une grossesse. Exactement. Donc, on n'a pas pu le tester. Mais après, voilà, on faisait attention, elle mettait des bas de contention. Oui. Voilà, je connaissais du coup les symptômes, etc., qui devaient m'alerter. Donc j'ai essayé de me faire confiance, et au final, ça s'est quand même super bien passé. Tout à fait, heureusement. Voilà, l'hyperstimulation est partie au bout de 3 mois de grossesse. D'accord, ok. Ouais, c'est pas anodin, hein, ces hyperstimulations. Ouais. Ok, et du coup, cette grossesse s'est donc bien déroulée, hormis ces 3 premiers mois? Pas vraiment. Comment dire? Alors, bof, dans le sens où moi, c'était vraiment un rêve pour moi d'être enceinte.
J'imaginais ça depuis plusieurs mois maintenant. Je m'imaginais avec mon beau ventre rond. Enfin, bref, pour moi, c'était la période idéale. Et en fait, au final, à 7 semaines, j'ai saigné. Et je pensais faire une fausse couche. Au final, c'était un décollement. Mais la gynéco qui nous a reçus aux urgences m'avait clairement dit, vous êtes en train de faire une fausse couche, vous allez perdre votre bébé, de toute façon, vous allez le voir dans les prochains jours. Donc ça, ils sont durs aux urgences. Hein. C'était violent. Et en fait, au final, non, c'est un décollement. Et petit bébé est bien resté accroché, mais j'ai dû rester alitée pendant les 3 premiers mois, parce que le décollement était quand même énorme et mettait du temps à se résorber. Ensuite, de ces 3 premiers mois, j'étais heureuse de retrouver une vie normale et de pouvoir me mettre debout. Et ben, finalement, non, puisque à 12 semaines, j'avais déjà des contractions. Donc, c'était très, très tôt. Ma sage-femme, elle m'a dit... C'est hyper tôt. Ouais, elle m'a dit c'est pas possible d'avoir des contractions aussi souvent comme ça, parce que j'en avais... beaucoup par jour, quoi. Ouais, énormément, j'en avais énormément, même quand je faisais rien de particulier. Et donc, du coup, j'ai été énormément suivie pour ça. J'avais souvent des examens pour mesurer la longueur du col. J'allais souvent aux urgences parce que j'avais des nuits où les contractions s'enchaînaient, alors que j'étais au tout début de la grossesse. On n'était même pas à 25. C'est ça. Donc ça, c'était très stressant parce que du coup, rebelote l'alitement parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré. Enfin, de fausse couche. Du coup, là... Oui, fausse couche tardive. Voilà. Ensuite, on a eu l'échographie du 2e trimestre où on apprend que bébé est en retard de croissance. On ne sait pas trop pourquoi. Je fais des examens médicaux qui reviennent normaux. La sage-femme qui me suit me dit qu'elle n'est pas inquiète et qu'elle pense que bébé est petit parce que moi, je suis pas très grande, pas très grosse et que je ne mange pas beaucoup. Donc elle pense que tout est normal en fait. Je mange pas beaucoup, je suis un petit gabarit, mon bébé est un petit gabarit, voilà, point. Et donc on est suivi par échographie toutes les 2 semaines pour contrôler le poids de bébé qui reste très bas mais dans sa courbe jusqu'à peu près 35 semaines où là par contre la courbe elle se casse la figure complètement. Je vais aux urgences de la maternité parce que je la sens moins bouger. Gynéco fait une échographie, elle me dit non, elle va bien, c'est juste qu'elle dort, c'est pour ça que je la sens pas bouger. Mais la courbe de poids est pas jolie. Le retard de croissance est encore plus important. Le fémur est tout petit. Donc on va vous garder hospitalisé ce soir parce que ça nous inquiète. Donc bon, ça y est, moi le stress est remonté. Je regarde sur un fémur court et ça sort trisomie. Donc je demande à parler à la gynéco, je lui dis vous m'avez parlé de fémur court, j'ai vu que c'était synonyme de trisomie. Est-ce que vous pensez que jusqu'ici on aurait pu passer avec toutes les échographies que j'ai eues à côté d'une trisomie? Elle me dit oui. J'ai dit d'accord, très bien. J'ai dit pour savoir si mon bébé est atteint. Elle me dit il faut faire une amniosynthèse. J'ai dit là maintenant en fait je suis à 35 semaines. Elle me dit bah ouais, il faut faire une amniosynthèse si vous voulez être sûre. Et donc à partir de là, ma vie a vraiment basculé parce que je m'attends pas à avoir un bébé porteur d'une trisomie. Jusque là pour moi tout allait bien. À 35 semaines. C'est ça, pour moi tout allait bien, elle était juste petite. Et là on m'annonce que mon bébé est probablement atteint d'un handicap assez lourd. Sachant que le tritest à 12 semaines était plus qu'excellent, que sur les échographies. Ouais, ça aurait été quand même très étonnant. C'est ça. Sur les échographies, à part le poids et la taille, il y avait rien il y a pas d'anomalie, il y avait pas d'anomalie au niveau des organes, il y a pas d'anomalie, il y a pas de la clarté nucale était excellente. Voilà, il y avait pas de vraiment aucun signe d'appel en fait. Du coup, Mélanie est jeune aussi. Ouais, donc, on m'a adressé au centre de dépistage prénatal où j'ai été reçue par un médecin qui m'a fait une échographie, qui m'a dit qu'elle voyait rien de particulier, mais qu'effectivement la courbe de poids était quand même très très basse. Et à ce moment-là, moi j'ai demandé à avoir une amniosynthèse parce que j'avais besoin en fait de savoir, de me préparer en fait si mon était porteur d'une trisomie, j'avais besoin de le savoir parce qu'on m'avait aussi dit que c'était possible qu'en accouchant, même physiquement, ça pourrait ne pas se voir une trisomie et qu'il fallait faire des examens ensuite sur elle pour savoir et je voulais pas lui imposer ça. Donc je me suis dit je préfère m'imposer moi une amniosynthèse pour être sûre et comme ça après on avisera. Et donc du coup j'ai fait une amniosynthèse à 37 semaines de grossesse. Mon bébé était complètement viable. 37 semaines. Je pouvais accoucher d'une seconde à l'autre. Clairement. Ouais, on m'a posé la fameuse question si la trisomie est révélée, est-ce que vous voulez garder le bébé ? Et en fait, j'ai pas répondu à cette question parce que c'était évident que j'allais la garder. Mais si je disais
si je disais bien sûr que je la garde, on m'aurait pas fait la myosynthèse en fait. Donc du coup, Ouais, j'ai d'accord. vu, et pour l'équipe médicale, en fait, j'allais mettre un terme à ma grossesse s'il y avait trisomie, et donc c'est pour ça qu'ils ont accepté de me faire la myosynthèse si tard. Et je savais même pas que c'était possible de le faire aussi tard au final. Mais Oui, voilà, c'est fou. ça a été fait, et une petite semaine après, la généticienne m'appelait pour me dire bébé est en pleine forme, il n'y a pas de trisomie. Voilà. Ah. Quel suspense jusqu'à la fin, quoi. Exactement. Ouais. J'ai accouché le Ouais. lendemain, ça s'appelle. C'est ça. T'as tout lâché. Au final, il y a eu un jour de super grossesse. C'est Moi, ça. t'en profites à fond, c'est que tout va C'est ça. bien. Un Donc jour. la grossesse est un jour. Un Voilà. Ouais. Bon, effectivement, grossesse extrêmement compliquée, mais je suppose que l'arrivée de bébé a effacé un peu tout ça. Exactement. Donc effectivement, bébé était petit. Bébé est né à 42 cm et 2 kilos. Donc effectivement. Ah oui, vraiment tout petit bébé. Tout petit bébé. Mais voilà, elle était juste petite, et là, elle a 14 mois et elle est toujours petite dans les courbes basses. Elle a clairement le gabarit d'un bébé de 6 mois en fait, alors qu'elle en a 14, mais elle est en pleine forme, petite fille. Ouais, Voilà, elle est juste petite. Elle se développe très bien. Voilà, on a juste dû acheter en catastrophe des habits prématurés pour la naissance. Parce qu'elle oui, forcément. la taille d'un prématuré, donc c'était un peu voilà. Et les habits prématurés étaient bien trop grands aussi pour elle. Oui. C'est très drôle. Ouais, c'est sûr que 2 kilos, ouais, je vois bien ce que ça peut donner. Effectivement, en général, ils sont pas très habillés. Exactement. Et alors, du coup, je suppose qu'après tout ça, vous avez réfléchi relativement rapidement à un deuxième enfant, puisque tu es enceinte, Katia? Tout à fait. Alors, on savait qu'on voulait un deuxième enfant. Au départ, on pensait attendre 2-3 ans. Voilà, on s'était dit ça. Et en fait, le truc étant que moi, j'ai un traitement chronique parce que j'ai une spondyarthrite. Donc, du coup, j'ai des traitements par piqûre, tout ça, qui ne sont pas du tout compatibles avec une grossesse. Et en août, mon traitement ne fonctionnait plus. Donc, je l'ai arrêté pour également faire d'autres examens entre-temps. Et en fait, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que Mélanie ne voulait pas porter une nouvelle grossesse, parce que voilà, comme vous l'avez compris, c'était pas... ça se comprend, ça se comprend. Voilà, et d'autant plus au niveau de son gabarit, de sa santé, c'était peut-être pas compatible. Et donc voilà, on s'est dit, pour moi, c'est maintenant ou jamais, parce que je suis sans traitement, et que si je retrouve un nouveau traitement, je ne pourrais pas l'arrêter d'aussitôt pour démarrer une grossesse. Donc du coup, en fait, ça s'est décidé rapidement finalement. Enfin, on l'envisageait pas du tout. Et après, en septembre, on en a parlé, on s'est dit, oui, en fait, c'est maintenant ou jamais. Donc là, on a commencé à l'envisager, à y réfléchir un petit peu aussi, parce que ça fait 2 enfants très proches. Mais, tout à fait. Mais ça a été évident quand même. C'était assez naturel, assez évident. Et on est reparti. Et là, la clinique, elle vous permettait, dans le cadre de votre forfait, on va dire, de bénéficier des embryons du coup de Mélanie? J'avais toujours mes embryons, les 4 qui étaient congelés. Par contre, il fallait payer le transfert parce que la clinique garantissait une seule grossesse. On l'a eu, voilà. Après, là, les transferts étaient payants. Donc, du coup, on a expliqué notre projet, qu'on aimerait utiliser ces embryons-là, mais que ce soit Katia qui porte la grossesse. Il n'y en avait aucun souci pour eux, mais il fallait payer le transfert, bien évidemment. Ok, mais eux acceptaient que vous puissiez porter chacune les embryons de l'autre, par exemple. Tout à fait. Du coup, ils ont appelé ça un transfert d'embryons congelés repas. Du coup, c'est pas la FIV, voilà, parce que la FIV, mais c'est le transfert. Voilà, le transfert repas, c'est ça. D'accord. Dans ce cas-là, t'as pas tout à refaire, ou tu dois quand même faire des examens, je suppose, parce que ils avaient fait les examens sur Mélanie, mais toi, Katia, t'avais pas fait d'examen du tout, donc je pense que tu as une série d'examens à faire. Ils m'avaient juste fait faire une prise de sang avant. Oui, c'est les sérologies. Voilà, les sérologies, voilà. Qu'on a dû refaire d'ailleurs, puisqu'elles n'étaient plus valables. Qu'on a refait. En fait, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils t'ont demandé une échographie, du coup. Ouais. En fait, les examens qu'elle a dû faire, Katia, ils étaient quand même beaucoup plus soft que moi pour la FIV, en fait, puisque du coup, en fait, ils voulaient juste s'assurer que son utérus était bien. Voilà, qu'il n'y avait pas d'endométriose. Voilà, c'est ça. On s'en fout des trompes, on s'en fout de tout ça, puisque là, c'est juste un transfert. Des ovaires, de la réserve ovarienne, ça, on s'en tape. Voilà, c'était donc, Katia ne sait pas ce que c'est qu'une hystérosalpingographie. Chanceuse. Donc, j'ai refait prise de sang, sérologie et une échographie. Tout simplement. D'accord. Et ensuite, tu as pu enchaîner sur le cycle que vous aviez choisi. C'est ça. Oui. Nous, c'était un cycle substitué. Du coup, la clinique fonctionnait comme ça. Il fallait prendre la pilule et l'arrêter à un moment.
Et Ah, après, donc eux nous aussi, donnaient les dates, en fait, on des bloquait échos. les ovaires aussi avec C'est ça. une injection de décapeptile. Ensuite, 3 semaines après, je crois, je démarrais les oestrogènes. Voilà, c'est ça. C'était un cycle Voilà, substitué. etc., etc., quoi. Oui, donc là, le seul but est de développer l'endomètre. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et alors, premier transfert? Moi, je connais la réponse, mais quand même, premier transfert. On va faire un peu de suspense quand même. Voilà. La préparation endométriale se fait en décembre pour un transfert fin décembre. Donc le transfert est prévu le 28 décembre. L'endomètre de Katia réagit très bien aux oestrogènes. Il est bien épais, il est bien beau. Donc transfert confirmé le 28 décembre. Il n'a pas réagi trop vite, histoire de me laisser passer un Noël où j'ai pu manger du saumon. J'ai pu manger... Voilà. C'est clair, parce que t'imagines le truc que ça tombe pile sur Noël. Exactement. Ouais, en fait, en plus, il y avait vraiment c'était soit un transfert le 23-24, soit ça passait après Noël. Donc c'était vraiment un petit suspense sur la date. Donc après, j'étais contente de Noël comme il se doit. J'en ai bien profité. C'est ça. Et donc, du coup, le 28 décembre, on est parti pour Barcelone, retrouver du coup cette clinique qui avait changé de localisation, pas très loin de là où c'était, mais ça avait changé parce qu'ils ont changé de nom et ils ont changé de locaux, donc une clinique toute neuve, toute belle. Bon, à 800 mètres de l'ancienne. Oui, mais c'était quand même des nouveaux locaux. C'était nouveau. Oui, c'était pas habituel. C'est ça. Et du coup, on a eu le transfert d'un embryon qui était de la même qualité que notre chère Eloane. Donc, on a croisé tout ce qu'on a pu. Et après le transfert, pareil, on est reparti. Voilà, en voiture le jour même. Ouais, tout pareil. Et du coup, quand vous revenez en France, bon, vous attendez pareil très peu de jours ou vous attendez un peu plus? Faut pas mentir, on est très très impatiente. Très impatiente. On a attendu 48 heures. Ah. Et en fait, on sait... C'est vrai? Non, quand même pas. J'étais là. On sait qu'au bout de 10 jours, l'HCG peut être détectable. Et donc, du coup, on s'est dit l'embryon à 5 jours, 5 plus 5 égale 10. Donc, du coup, au bout de on a fait un test de grossesse. Enfin, Katia a fait un test de grossesse. Sachant que je n'avais aucun symptôme, parce que voilà, on connaît les femmes qui ont les seins tendus. Voilà, les seins tendus, qui ont un peu... Ouais, mais 10 jours. Comme ça, Moi, j'avais absolument... 10 jours, c'est tôt. C'est ça. Oui, bien sûr, c'est hyper tôt. C'était 5 jours après le transfert. C'est ça. Mais voilà, on en voyait plein. Alors, je sais pas si c'était psychologique ou si elles avaient vraiment des symptômes. Voilà, on en voyait pas mal qui avaient des symptômes, des ressentis du moins. Et moi, j'avais absolument rien. Donc, j'avais l'impression d'avoir fait aucun transfert. Enfin, c'était vraiment bizarre. C'est ça. Et donc, du coup, Katia fait son petit pipi sur le test. Et puis, moi, j'étais en train de donner à manger à Eloane. Et puis, elle arrive, elle me donne le bâtonnet du test et elle me dit, il y a une barre là, non? Je sais pas, en fait. Je dis, moi, regarde. Non, au départ, je te dis, c'est négatif. Non, mais après, je dis, mais regarde et tout. Mais oui, il y a une barre. Je dis, Katia, tu as l'habitude à la pharmacie de faire les tests Covid. Si tu vois un résultat, la personne qu'elle est positive, elle me dit oui. Je dis, ben voilà, donc c'est positif. Au départ, j'avais pas regardé bien en détail. J'avais l'impression que c'était vraiment négatif. Donc, je lui donne, je dis, bon, c'est négatif, mais de toute façon, c'est trop tôt. On le sait, on se met pas dans de sales états. C'est tôt et on verra. Et puis, elle le regarde, Mélanie, elle me dit, non, mais je crois qu'il y a quelque chose, hein. Puis moi aussi. Puis après, je me dis, mais c'est pas possible, on s'imagine la barre. Donc bon, on reste prudente. On est là, oui, c'est positif, mais on reste prudente. Et après, le lendemain, là, on voyait vraiment la barre comme il faut, quoi. Waouh. Waouh. Mais c'est que vos embryons étaient quand même d'excellente qualité, quoi, pour que ça prenne du premier coup toutes les deux. On a eu énormément de chance, honnêtement, ouais. Et alors, du coup, donc là, ça fait 12 semaines que tu es enceinte? Ça va faire 17 bientôt, ouais. Ah oui, non, alors, pardon, j'en ai loupé 5. Pas négligeable. Donc, ça fait 17 semaines que tu es enceinte. Tout se passe bien pour le moment? Ça va, j'ai eu des nausées jusqu'à 14 semaines. Un décollement aussi, pour faire pareil que Loane, bien évidemment. Forcément. Évidemment. Il était moins violent que celui de Mélanie. J'ai beaucoup moins saigné qu'elle. J'ai saigné un jour. Et je me suis reposée sans forcément m'aliter, mais je me suis bien reposée pendant 10 jours. Et après, c'était résorbé, c'était nickel. Au travail, je faisais attention, j'avais une chaise, c'était tout était adapté pour que je puisse quand même ne pas trop forcer. Mais oui, il y a quand même eu un décollement, mais ça va, ça s'est mieux passé que pour Mélanie. Et après les nausées, évidemment, qui sont arrivées.
mais j'étais sous Donormil, donc ça a été calmé quand même assez bien. Et voilà, et depuis là, ça va. Là, tout se passe bien. J'ai pas... Pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas de contraction comme Mélanie avait. Ouais. Donc, c'est plutôt cool. Là, ça va. Là, j'ai ni nausée, ni rien. Et voilà. J'ai l'impression de pas être Et ta spondylarthrite, elle est canalisée? Alors, elle l'était au bout d'un mois. Et là, ça revient. Donc, alors que normalement, une grossesse est censée canaliser et diminuer les douleurs de la spondylarthrite, mais là, ça revient. Donc, je trouve ça bizarre, mais bon, je prends sur moi, j'ai l'habitude. Ouais, après, les articulations sont pas mal sollicitées avec les hormones pendant la grossesse, donc bon. Il y a ça aussi, voilà. Donc, voilà. Ça doit jouer quelque part un petit peu. C'est ça, et puis voilà, je travaille en pharmacie, donc je suis tout le temps debout, enfin, c'est pas non plus l'idéal. Ouais, non, c'est sûr. Bon, en tout cas, waouh, quel parcours, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est un super parcours et plein de belles réussites, quoi. Oui, tout à fait, franchement, on est fiers. Ouais. Oui, tu m'étonnes, vous pouvez être fiers. Hein. En tout cas, c'est vraiment une garantie que je ne connaissais absolument pas, ou en tout cas ce forfait, ce pack bébé vivant, on va dire. C'est hyper intéressant, je pense, en tout cas d'en parler, parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces inquiétudes-là et de ne pas savoir ce qu'on va dépenser et combien va nous coûter notre parcours d'accès à la parentalité, c'est quand même hyper angoissant. Oui, complètement. Franchement, ça m'a rendu malade, moi, ça, personnellement. Et du coup, j'avoue que là, j'étais tellement sereine. C'est ça. Surtout qu'avant ça, on voyait des témoignages sur des groupes Facebook, etc., de personnes qui avaient fait 6 inséminations, 4 FIV, 5 dons de... Quand on calculait les sommes, ça venait à 100 000 €, quoi. On trouvait ça énorme. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Nous, déjà, on sort des études, on est encore étudiante, 100 000 €, on peut pas les avoir. Enfin, et on se sentait non, mais pas... déjà 15 000, faut les avoir, quoi, tu vois. Enfin, c'est un prêt, hein, clairement. On a fait un prêt, on les avait pas. Hein. Ouais. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Mais au moins, tu savais que tu faisais un prêt et qu'au bout, tu avais un bébé. Exactement. Et ça m'a trop rassurée et j'étais beaucoup plus sereine du coup pour mon protocole parce que je savais que quoi qu'il arrivait, ça pouvait que bien se passer. Exactement. Et ça nous permettait de pas partir sur comme des personnes qui ont dépensé 100 000 € mais qui ont eu un parcours qui a duré 10-15 ans. Enfin, nous, c'était pas possible, c'était trop long. Non, bien sûr. Et puis, en plus de ça, ce que vous n'aviez peut-être pas mesuré, c'est que les embryons surnuméraires, ils serviraient pour une deuxième grossesse. Tout à fait. Et donc, que finalement, vous ne payeriez que les transferts. Donc, finalement, tout à fait. Diluer sur les 2 grossesses. Ouais, c'était aussi notre but, en fait, de pouvoir faire ça avec une fécondation in vitro qu'on peut pas faire avec des inséminations. C'est que là, nos enfants auront vraiment les mêmes gènes à 100%, sont de vraies sœurs. J'aime pas dire vrai parce qu'il y a pas de vrai faux, mais génétiquement parlant, elles seront sœurs et chacune portée par une maman différente. Je trouve ça trop beau. Exactement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, je pense que vous ouvrez pas mal de possibilités là aussi et je suis sûre que, d'ailleurs, je remarquerai, je pense, sur la publication Instagram et le nom de la clinique, et puis je donnerai votre compte Instagram, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes qui vont directement aller vers cette clinique-là. Franchement, je leur conseille parce que moi qui suis stressée chronique, là, ça m'a fait trop du bien en fait. Et c'était génial. Alors oui, c'est 15 000 €, voilà, mais c'est 15 000 € et puis c'est bon. On sait qu'après, ça y est, c'est fini, quoi. Et ça, c'est top. Ouais, complètement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Mélanie et Katia, c'était hyper intéressant d'écouter votre parcours parce que même si on vous suit sur les réseaux, on connaît pas les dessous. Enfin, on connaît vite fait comment ça s'est passé, mais pas forcément tous les dessous. Et là, c'est vraiment très intéressant. Bah, écoute, merci à toi de nous avoir écoutés. Je vous en prie. Mais encore une fois, merci beaucoup Mélanie et Katia, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Constance, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Plusieurs cliniques et plusieurs pays proposent ce type de programme. Chaque pays a un coût associé qui peut être différent et cela s'étudie évidemment. Tout le monde ne rentre pas dans le cadre de ces protocoles de remboursement de FIV. Certaines conditions sont à respecter au niveau de la santé de la mère qui va recevoir la FIV. En Espagne, le coût du programme de remboursement est en moyenne de 18 000 €. En République tchèque de 16 000 €. En Grèce de 16 000 €. Au Portugal de 16 500 €. Au Royaume-Uni de 24 000 €. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Que vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en notant le podcast sur votre plateforme d'écoute, essentiellement Spotify,
et en me laissant un petit commentaire, soit sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbienpodcast, soit sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour continuer la discussion autour de ce sujet ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les enfants vont bien. The only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.